pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Les 11 brevets des enseignants de Bedford sont suspendus. On a un groupe d'enseignants qui ont essayé de faire entrer des concepts religieux islamistes dans une école publique au Québec. On ne peut pas reculer sur la laïcité. Très unis derrière notre premier ministre. 100% du cabinet derrière M. Trudeau. Si les gens se disent des choses en coulisses en cachette, tandis qu'ils sont des collègues, ça manque de courage. Votre leadership est-il en danger? Non. Il n'est pas question d'ajouter de l'argent, puis il n'est pas question de retirer nos garanties, puis on n'a pas peur de Goldman Sachs. Voici Patrick Lagacé. Mercredi, le 23 octobre. Commençons avec une météo. C'est chaud. Ce matin, vous allez voir, là, si vous vous apprêtez à sortir, 16 degrés déjà, maximum de 24 aujourd'hui. La journée va être ensoleillée. Il y a de la pluie qui devrait tomber en fin d'après-midi. Demain, jeudi, retour du soleil. Passage nuageux, plus frais. Maximum de 12 degrés. Vendredi, un peu le même scénario. La belle journée du soleil, des passages nuageux. Encore là, ça va être frais. On revient à des normales saisonnières, 11 degrés vendredi. Je commence le tour d'horizon de l'actualité avec une histoire en marge de l'actualité. Disons ça comme ça. C'est pas le genre d'histoire là, qui fait la grande actualité. On n'est pas dans les grands conflits géopolitiques. On n'est pas dans les grandes manœuvres économiques. C'est la violence de la pauvreté. J'attire votre attention sur un texte de la presse. Ça parle de locataires dans Hochelaga Maisonneuve qui habitent un taudis. Et ces gens-là habitent un taudis parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là, ils vont être évincés, font l'objet de pression pour s'en aller. Et encore une fois, c'est le promoteur Henri Zavriev qui s'est illustré là, de façon assez négative dans les dernières années pour justement ses méthodes. Il achète des immeubles délabrés et après ça, à force d'usure, finit par pousser les gens hors du logement. Ça a été dénoncé à plusieurs reprises. Et là, il y a la journaliste Fanny Arcan de la presse qui est allée les visiter, ces gens-là. C'est un immeuble de M. Zavriev. Et écoutez, ça brise le cœur. Des gens qui habitent des petits logements délabrés. Et quand on laisse des logements se délabrer comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a des infiltrations d'eau, il y a des coquerelles, il y a des punaises. Donc, Alain Vincent est dans le texte, là, loue un petit 2,5. Lui, il vit justement avec les punaises et les coquerelles. Je m'excuse de parler de ça à 6 heures du matin. Peut-être que vous êtes en train de faire le déjeuner, mais c'est une réalité dont il faut parler. Et le monsieur dit, écoutez, si je reste ici, c'est pas parce que je suis masochiste ou parce que je me sens vraiment bien, mais des logements à mon budget, il n'y en a juste pas. Et il raconte avoir reçu, là, au début du mois d'octobre, la visite du gestionnaire de l'immeuble, un monsieur qui s'appelle Evi Elkeslassi, qui se présente à la porte de M. Vincent sans prévenir. Puis là, il dit, écoutez, si vous résiliez votre bail, on va vous donner 7 000 $. Le locataire, lui, il est dépressif. Il n'est pas sûr de ce qu'il peut accepter, de c'est quoi ses droits, etc. Il enregistre la conversation. Et le gestionnaire, lui, il dit, écoutez, vous pouvez prendre le temps d'y penser si vous voulez, mais je ne peux pas vous conserver que ce montant-là, on va vous le donner. Et peu après, M. Vincent reçoit la visite du même gestionnaire d'immeuble. Cette fois-ci, c'est pour y annoncer que le loyer est augmenté de 20 %. Et il y a des photos. C'est les plus démunis d'entre nous. La prochaine étape, c'est la rue. Et il y a une femme, elle s'appelle Joanne Narbonne. Écoutez, elle a scellé, elle a tapé les armoires de cuisine avec du ruban adhésif pour empêcher les rats de sortir des armoires. C'est le genre de milieu de vie que certains de nos concitoyens ont parce qu'ils n'ont pas le choix. Et elle dit, j'ai un toit, je me contente de peu. Et cette phrase-là, elle explique beaucoup de la crise du logement. Les gens restent dans ces logements-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce qui est épouvantable, c'est que des gens comme Zavriev et les propriétaires précédents, probablement, on leur permet de garder des logements dans cet état-là. Et je la cite. Là, prochaine étape, là, c'est quoi? Une fois qu'elle va être poussée à la rue, elle dit, je me réveille en sursaut, je me mets à pleurer de ce temps-là, et parfois je me dis que je vais finir à la rue. Et j'en ai souvent parlé avec Luc Ferrandez. Le fait qu'il n'y a plus de maisons de chambre, qu'il y a de moins en moins de logements abordables, ça pousse des gens à la rue. Surprenez-vous pas de voir des gens ériger des tentes dans les parcs. Il n'y en a plus de logements abordables.
Et dans cet immeuble-là, on a commencé justement les rénovations de certaines unités et ça se loue évidemment très, très cher. C'est pas à la portée des bourses de ces gens-là. La réflexion que je voulais faire ce matin là-dessus, c'est si tu laisses le logement uniquement aux lois du marché, si tu laisses le parc immobilier se développer tout croche comme on l'a fait, si tu ne crées pas des conditions dans le marché, si tu n'imposes pas des conditions dans le marché immobilier, surtout dans le locatif, pour que les gens aient des options, bien, t'appauvris ton monde. Tu auras beau augmenter les salaires tant que tu veux, si le prix des loyers double puis triple, ton monde n'est pas plus riche dans la société. Et donc, ce qu'on voit dans le cas de cet immeuble-là, c'est ce qu'on voit à la grandeur du Québec, des gens qui sont de plus en plus poussés vers des logements délabrés. Et on laisse les propriétaires avoir des logements délabrés, je le souligne. Et à la fin, c'est de l'exploitation. On martyrise du monde comme ça et on les pousse à la rue. Donc, c'est à lire dans la presse. On revient dans les grands dossiers, dans les grands enjeux. Je vous ai annoncé hier, là, justement, j'ai fait écho à ce scoop de Thomas Gerbet qui nous apprenait dans le site de Radio-Canada que Québec est en négociation pour peut-être envoyer une ligne de sauvetage, une bouée de sauvetage à Nordvolt d'une façon ou d'une autre. Québec a démenti hier. Mais je veux juste parler de chronologie. Le texte de Gerbet est sorti à 4 heures du matin. Je ne m'attends pas à ce que le staff politique et les ministres soient déjà sur le piton à 4 heures du matin, mais à 6 heures, oui. On n'a pas démenti de la matinée. Et on a démenti en fin de matinée, à 11 heures. Donc, ça a pris 7 heures avant qu'on dise « c'est pas vrai ». Ce qui se serait passé, c'est que le gouvernement aurait lu ça. Et c'est vrai qu'il y a des négos avec Nordvolt, avec Goldman Sachs, la grande banque d'investissement américaine. Et on a décidé, semble-t-il, de peut-être revoir les positions. Et là, Québec dit, c'est pas vrai qu'on va accommoder Nordvolt, qu'on va accommoder Goldman Sachs. Mais selon le journaliste Thomas Gerbet, là, qui fait un suivi là-dessus, là, il y a quand même des négociations. Il y a probablement des concessions qui vont être faites par le gouvernement du Québec. La question, parce que dans le texte de Gerbet aujourd'hui, ce qu'on voit, là, c'est que le projet québécois de Nordvolt, il est en santé, il est prometteur pour toutes sortes de raisons qui ont rapport avec le contexte nord-américain. Et là, ce qu'on dit, c'est que le scénario qui est envisagé présentement, là, ce serait... Québec veut obtenir des garanties en cas de faillite ou de difficulté financière afin que les sommes dévolues au projet québécois soient préservées. On veut en quelque sorte protéger la fille de la mère. Traduction, la maison mère qui est en Suède. Et la question qui demeure sans réponse, c'est une compagnie suédoise, Nordvolt. Pourquoi est-ce que le Québec est disposé, encore une fois, à aider Nordvolt dans un contexte où le gouvernement suédois, lui, dit depuis des semaines, des mois, on ne va pas aider Nordvolt. Donc, c'est un dossier qui va continuer à défrayer la manchette aujourd'hui. Parlant de dossiers qui ont défrayé la manchette, hier matin, il y a des milliers de personnes, vous le savez, là, dont le quotidien a été perturbé par cette action, ce coup d'éclat de 2 militants de groupes environnementaux là, qui sont montés dans la structure du pont Jacques-Cartier. Et dès que des militants font ça, qu'importe la cause, c'est pas la première fois que ça arrive, que font les policiers de la Sûreté du Québec? On ferme les deux voies, nord et sud du pont Jacques-Cartier. Pas le choix, on veut pas qu'il y ait un accident, que quelque chose tombe sur la chaussée ou que quelqu'un tombe sur la voie, sur la voie routière et percute une voiture. Donc, au point de vue de la sécurité, ça a probablement du bon sens. Et hier, j'ai interviewé un des jeunes qui était dans la structure. Et ce que j'essayais de lui dire, et qu'il ne semblait pas comprendre, c'est que ça marche pas. Puis, il n'y a personne qui nie que les changements climatiques sont une réalité, nous affectent. Moi, personnellement, je pense que nous ne bougeons pas assez, nous ne demandons pas d'action de nos gouvernements pour une raison bien simple, ça fait pas encore assez mal. Je pense que quand ça va faire vraiment mal, il sera peut-être trop tard, là, on va demander au gouvernement de l'action. Là, ça va se traduire aussi ça va se traduire en gains électoraux ou en pertes électorales s'il n'y a pas de bonne politique de changement climatique. Mais je reviens à ce jeune homme-là qui était là. Ce que j'essayais de lui dire, c'est ça ne change rien, vous ne convainquez personne. Et Paul Journet a une bonne chronique dans la presse aujourd'hui où il a déterré une étude scientifique qui a testé justement l'efficacité de ces mesures-là. Et ça s'est fait sous l'égide d'un chercheur américain qui s'appelle Michael Mann, qui est lui-même géophysicien,
climatologue, très actif sur les réseaux sociaux pour nous avertir que le danger, il s'en vient pas. Il est déjà à nos portes. Cette étude-là montre qu'il y a 46 % des répondants devant des actions semblables, comme celles qui ont été perpétrées hier, leur appui à la lutte au changement climatique diminue quand ils voient ou quand ils subissent ces dérangements-là. Il y a un autre 40 % qui affirment que ça ne change rien. Et il y a à peine 13 % qui se disent influencés positivement. Bref, on peut même dire que la preuve scientifique est faite. Ça ne marche pas, ces actions-là. Et je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas militant. Ma job, c'est d'animer un show de radio, c'est d'écrire des chroniques, c'est tout ce que je peux faire. Cependant, comme j'ai dit hier à l'émission, je pense qu'encore, le meilleur scénario pour les gens qui veulent changer les choses, plutôt que d'écœurer le monde dans leur auto le matin ou ailleurs, qui s'en vont prendre leur avion, c'est de s'investir en politique. C'est le seul levier. C'est le seul levier pour changer des politiques publiques et essayer d'infléchir l'augmentation des GES. Changement d'heure, maintenant. Je vous ai dit hier à quel point j'étais content de voir que le gouvernement du Québec est en train de réfléchir justement à la possibilité de ne plus changer l'heure. On ne toucherait plus à l'heure. Puis là, le scénario qui serait sur la table, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'heure normale ou on garde l'heure avancée? Et il y a une consultation qui est en cours, consultation en ligne. Et disons que la cocasserie, c'est que si vous bidouillez votre navigateur sur votre ordinateur, vous allez pouvoir voter, comme dit le Journal de Montréal, tôt et voter souvent. Donc, la consultation en ligne qui a ses limites, un peu comme ce qu'on avait vu avec le troisième lien. Le dossier de l'école Bedford, maintenant, on sait que c'est un dossier qui a toujours des rebondissements depuis, une semaine, 10 jours environ, là. Mais hier, il y en a eu un nouveau rebondissement. Bernard Drainville qui a suspendu les brevets d'enseignement de 11 enseignants faisant partie du fameux clan dominant de l'école Bedford. Si vous êtes perdu, là, c'est normal. D'abord, samedi, il y a le Centre de services scolaires de Montréal qui a annoncé que ces enseignants-là étaient suspendus, donc de leur job. Là, c'est le brevet qui est suspendu et l'enquête se poursuit sur le terrain. Et il y a des réflexions en cours à Québec, là. On sait que les caquistes veulent probablement rouvrir la loi sur la laïcité pour empêcher des cas comme Bedford. Il y a par contre des voix qui disent, écoutez, avec les outils actuels, on aurait pu prévenir ce qui s'est passé à Bedford, d'abord avec les mesures administratives. Et il y a 2 ministres là, qui ont été dépêchés par le premier ministre François Legault pour réfléchir justement à est-ce qu'on a besoin d'autres protections législatives. Bernard Drainville à l'Éducation et Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable de la laïcité. Donc, il y a 2 courants. On n'a pas annoncé grand-chose hier à part le début d'une réflexion. Faudra voir, est-ce qu'on a vraiment besoin de retoucher à ça? Ce qui est clair, c'est que la loi actuelle qui se concentre sur les signes religieux, elle a montré ses limites dans le cas de Bedford, parce qu'il y a des hommes aussi qui étaient enseignants, semble-t-il, qui avaient une influence religieuse dans leur enseignement, dans leur conduite, etc., qui ne portaient pas de signes religieux. Ça ne les empêchait pas, justement, d'utiliser la religion comme guide en salle de classe ou ailleurs dans l'école. Bernard Drainville va être avec nous à 7h25. Et il y a aussi, toujours sur le front de la laïcité, il y a beaucoup de menaces qui ont été dirigées à l'endroit de Marois Risky. On sait que le prédicateur Charkaoui, Adil Charkaoui, l'a ciblé dans un prêche. J'en ai parlé avec Mme Risky lundi dernier. Et ça a déclenché, semble-t-il, certaines passions. Évidemment, on l'a ciblée. Elle est insultée. Elle a été dénoncée comme étant la Marocaine de service. Je vais rappeler ce que j'ai rappelé lundi. Dans les communautés maghrébines, dans les communautés arabes, c'est pas tout le monde qui va à la mosquée. C'est pas tout le monde qui est pratiquant vraiment de façon zélée. C'est pas tout le monde qui est comme Adil Charkaoui, qui est à la mosquée tous les jours. Faut le rappeler. C'est important de le rappeler. Donc, soutien à Mme Risky là, de la part des députés de tous les partis. Et hier, je vais revenir là-dessus, j'ai reçu Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui a exprimé son malaise. Son malaise dans tout ce débat-là, là, il a ouvert un autre front, si on veut. Il y a la bibliothèque Mercier, qui est dans sa circonscription, qui a fait circuler un avis public là, pour inviter les gens à l'heure du compte à la bibliothèque. Et sur la photo, ça s'adresse aux 3 à 6 ans, il y a 3 enfants.
Et il y a une petite fille, donc entre 3 et 6 ans, on peut présumer, qui porte un hijab. Et il dit qu'il a un malaise à voir une entité de la ville de Montréal prendre une petite fille comme ça qui porte un hijab. Et lui, il dit que c'est une sorte de témoignage de ce qu'il appelle l'envahissement religieux. Écoutez, on verra comment ça va se déployer, ce débat-là. Puis moi, je vous le dis, quand je vois des petites filles qui ont des hijabs, j'ai quand même un malaise. Est-ce que tu portes ça par choix? Est-ce que tu es forcé de le faire, soit par ordre des parents ou alors par la culture? J'aime pas ça, tant que ça, voir des petites filles de cet âge-là qui ont des hijabs. Mais est-ce qu'on peut légiférer là-dessus? On a un malaise. Parfait. Est-ce que tout se légifère? J'en suis pas certain. Et dans le Journal de Montréal, vous pourrez lire ça aujourd'hui, là, il y a un texte avec les propos de l'expert en sociologie de l'islam, Rachad Antonius, qui dit que cette publicité-là n'a pas sa place. Je veux bien croire qu'elle n'a pas sa place, mais est-ce qu'on va... Si elle n'a pas sa place, ça veut dire qu'il faudrait peut-être baliser, légiférer, réglementer. Est-ce qu'on est rendu là? Parce que si c'est les hijabs, pose la question, c'est quoi après? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une publicité d'une entité municipale comme ça? Qu'est-ce qui est permis et pas permis? Je vous dis, on ouvre vraiment un vaste débat. Toujours sur la laïcité, mais il semble y avoir confusion à l'Assemblée nationale sur ce qu'est la laïcité parce qu'il y a un groupe de prêtres anglicans qui ont voulu réserver le restaurant Le Parlementaire. Il semble que ça puisse se faire là, pour des particuliers. Bien, leur tentative de réserver a d'abord été rejetée. Pourquoi? On leur a dit, bien, vous êtes des prêtres anglicans et notre institution est laïque, donc on vous refuse ça. Et là, vous pouvez lire ça dans Le Devoir, c'est à la une aujourd'hui. Ça a été corrigé, mais disons que dans tous ces débats sur la laïcité, des fois, il y a un petit peu de confusion. Parlons de Justin Trudeau, maintenant le premier ministre là, qui est contesté. Et aujourd'hui, mercredi, c'est jour de caucus, donc... Les députés, les fameux députés qui sont supposément en train de faire circuler une lettre pour l'inviter à réfléchir à son avenir, bien, ils devraient se manifester aujourd'hui. Et tous les ministres là, font corps derrière M. Trudeau, disent que c'est l'homme de la situation qui ne devrait pas s'en aller. Et c'est quand même une lettre mystérieuse. Là, on en reparlera peut-être avec Jonathan tantôt. Il y a des gens qui se demandent même si ça existe. Il y a des députés qui disent l'avoir vu, cette lettre-là. On verra ce que ça va donner. Je veux vous parler, avant de partir, de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu une vague de gens qui sont tombés malades après avoir mangé du McDo. Ça se passait notamment au Colorado. Un mort et des dizaines de personnes malades des suites de la bactérie E. coli. Toutes ces personnes-là ont mangé des quarts de livre. Mais il semble que c'est pas la viande. On sait que la maladie là, du hamburger, c'est la E. coli. Il semble que c'était pas la viande qui était contaminée, c'était peut-être les oignons. Bref, l'action de McDonald's a plongé de 8 %. Et parlant de McDo, juste revenir sur M. Trump. Là, on a vu ces images-là. Et j'ai beaucoup les images de M. Trump chez McDo, qui a fait un coup publicitaire, un coup électoral, a réservé un McDo. Il n'y avait personne dans le McDo. Et là, il faisait des frites. Il servait au service à l'auto. Là, et les gens étaient triés sur le volet. Là, c'était pas n'importe qui pouvait se présenter là. Et il y a quand même un malaise quand je vois que M. Trump est né avec une cuillère dorée, pas une cuillère en argent, une cuillère dorée dans la bouche. Le voir aller faire le pitre comme ça, dans un McDo, où, évidemment, quand tu travailles chez McDo, ça se peut que tu aimes ça, mais ça se peut que c'est une job en attendant une plus grosse job, parce que c'est pas les jobs les plus payantes. Et de le voir comme ça, jouer au gars du peuple, j'ai trouvé que c'était quasiment indécent. Et il y a Elon Musk, son grand allié, le grand patron de Tesla, le grand patron de la plateforme X, qui, lui, donne $1 million par semaine aux gens qui signent sa pétition. C'est une pétition là, en appui à la Constitution, mais on ne se comptera pas d'histoire, c'est une pétition pour Donald Trump. 1 million par semaine à des gens qui s'inscrivent. Il y a quelque chose encore là d'indécent quand tu es archimilliardaire, l'homme le plus riche de la planète, à donner de l'argent comme ça pour appuyer ton candidat favori. Et il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, M. Musk, oui, il est vraiment à droite, il est vraiment républicain, c'est vrai. Mais je pense qu'il se positionne aussi pour que dans la prochaine administration, bien, il ne soit pas trop emmerdé par des politiques commerciales et économiques. Merci d'être là.
Il est 6h24. Je vous signale qu'un peu plus tard à l'émission, on va recevoir Jimmy Jean. Il est économiste principal chez Desjardins parce qu'aujourd'hui, mercredi, c'est la journée où la Banque du Canada va annoncer une baisse du taux directeur. Est-ce que ça va avoir un impact sur nos hypothèques? On va en parler avec M. Jean. Et la grande Jeannette Bertrand va être avec nous. Elle est bientôt centenaire, va venir nous parler en studio de son nouveau livre, 100 ans d'amour. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. On revient sur le dossier de l'école Bedford. C'est un dossier qui fait beaucoup réagir depuis 10 jours. Je vous rappelle que c'est Valérie Leboeuf du 98.5 qui a dévoilé la première. Ce qui se passait dans cette école-là, ça se passait au printemps 2023. Et là, il y a un rapport ministériel qui est sorti il y a une dizaine de jours. Depuis, chaque jour, il y a des rebondissements dans cette saga de profs toxiques qui avaient imposé leur loi dans cette petite école primaire de Côte-des-Neiges. Tout ça aussi à l'aune de la religion. Bernard Drinville est ministre de l'Éducation. C'est le seul ministre que je tutoie en ondes pour l'avoir côtoyé, évidemment, toutes ces années quand il était animateur ici. Salut Bernard! Salut, Patrick. Donc, on fait le point. D'abord, on va commencer avec, les 11 enseignants du clan dominant. Hier, tu as annoncé que leur brevet était suspendu. Écoute, samedi, c'est les profs qui ont été suspendus de leur emploi. Essaye de démêler tout ça un peu pour les gens qui nous écoutent. Oui, alors, samedi, le centre de service scolaire, qui est l'employeur, a suspendu administrativement, si je peux dire, donc, comme employeur, les enseignants. Mais théoriquement, Patrick, ça aurait été possible pour un enseignant qui est suspendu au Centre de service scolaire de Montréal d'aller enseigner dans un autre centre de service scolaire, parce que son employeur, c'est Montréal. En suspendant les brevets, comme je l'ai fait hier, ils ne peuvent plus travailler comme enseignants dans le réseau scolaire au Québec, nulle part. Et donc, et puis j'ai pas fait ça, là, c'est pas, comment dire, c'est pas un acte gratuit. J'attendais l'avis du comité d'enquête, des comités d'enquête, en fait, parce que chaque enseignant a un comité d'enquête, donc chacun des 11. Et donc, j'ai eu 11 avis différents pour chacun d'entre eux. Et tous ces avis-là me disaient, il vaut mieux suspendre pour des raisons notamment de sécurité pour les élèves. Et puis aussi parce qu'il faut rétablir un climat exempt de violence directe ou indirecte dans l'école. OK. Il y a une dizaine de jours, le ministère a révélé là, le résultat d'une première enquête. 94 pages bien serrées qui documentaient là, ce qui s'était passé à l'école Bedford. La raison pour la suspension du brevet des 11 enseignants, je sais que les enquêteurs sont arrivés vendredi à l'école. Ce n'est pas des choses qui ont été découvertes entre vendredi puis hier, mardi, là. Non, mais en fait, c'est deux choses différentes. Les accompagnateurs sont arrivés à Bedford il y a quelques jours de ça. C'était la semaine passée. Ensuite de ça, les vérificateurs enquêteurs que j'ai envoyés dans les 3 autres écoles, eux aussi sont au travail. Et il y a les comités d'enquête. Et ce sont les comités d'enquête que j'ai déclenchés sur les 11 enseignants qui m'ont donné leur avis que j'ai reçu avant hier et qui m'a permis donc de suspendre leur brevet. C'est ce que j'ai annoncé hier. Et là, Patrick, c'est important, là, les comités d'enquête vont faire leur enquête sur le fond pendant que les enseignants sont suspendus. Là, il va y avoir une enquête sur le fond des comités d'enquête pour déterminer si ces 11 enseignants ont commis une faute grave ou porté atteinte à l'honneur de la profession. Et s'ils concluent que oui, à ce moment-là, moi, j'ai la possibilité, j'ai différentes options, mais ultimement, je pourrais, dépendamment de ce que les comités d'enquête vont me dire, je pourrais révoquer, suspendre ou révoquer le brevet des enseignants, pas juste temporairement, mais pour toujours. Dans le cas d'une révocation, ce serait pour toujours, mais là, il faut attendre les travaux des comités. C'est un problème de laïcité ou c'est un problème d'encadrement des relations de travail? C'est les deux, au moins les deux, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce dossier-là. Mais il y a certainement un enjeu d'encadrement, il y a un enjeu d'éthique professionnelle, je dirais, un enjeu de comportement. Il y a certainement, en tout cas dans certains cas, il y avait certainement
un esprit religieux. Tu sais, quand on lit, par exemple, qu'une enseignante se met à prier devant un élève évanoui ou qu'un enseignant fait ses ablutions, se purifie avant la prière devant les élèves. Je t'interromps là-dessus. Ouais. Parce que, écoute, les principes, puis les termes, puis les mécanismes sont importants. Tu sais, parce que là, le gouvernement parle de peut-être renforcer la loi sur la laïcité. Tu es dans ce comité avec Jean-François Roberge. Mais cette prof-là, qui ne porte pas assistance à un élève qui s'évanouit, qui se met à prier, qu'elle se soit mise à prier ou qu'elle se soit mise à tricoter, je veux dire, c'est le même manquement à ses responsabilités et elle devrait être sanctionnée en vertu des lois du travail. Tu comprends? Tu as raison. Mais je vois Patrick. pas comment renforcer des dispositions de laïcité aurait changé quoi que ce soit dans ce cas-là. Ben, dans ce cas-là, peut-être pas. Mais par exemple, là, des enseignants qui décident de ne pas enseigner ou de ne pas enseigner suffisamment les sciences. L'éducation sexuelle. Ou l'éducation sexuelle. Est-ce que ça aurait pu nous amener à penser que c'était leur conviction personnelle, pour ne pas dire leur conviction religieuse, qui les amenait à agir ainsi? Et donc, est-ce qu'on aurait pu, bâtir un argumentaire, là, sur le fait qu'ils ne respectaient pas la neutralité religieuse de l'État, dans ce cas-ci? Tu sais, nos élèves... Mais encore là, Bernard, ils contrevenaient, s'ils ne l'ont pas fait, ils contrevenaient à leurs obligations d'enseignant. C'est comme un prof qui aurait décidé qu'il n'enseigne pas les participes passés. T'es dans la classe, il faut que tu le fasses. Il me semble qu'on ait des relations de travail plus que dans la laïcité. Oui, tu as raison, mais l'un n'empêche pas l'autre. Puis tu pourrais même dire, oui, ils manquent à leur obligation professionnelle, ils manquent à leur obligation d'enseigner le régime pédagogique, le contenu du régime pédagogique, et aussi, il est possible, je pense, de dire qu'ils ont manqué au principe, ils ont manqué de respecter le principe de la neutralité religieuse des écoles. Nos enfants, ils vont pas à l'école pour être endoctrinés, ils vont à l'école pour apprendre. Et donc, si, dans certains cas, on s'aperçoit que les convictions religieuses d'un enseignant l'empêchent de faire son travail ou font en sorte qu'il ne fait pas son travail avec la compétence voulue, en respectant la loi sur l'instruction publique et les régimes pédagogiques, on pourrait agir également sur ce plan-là, sur ce front-là. Je t'entraîne sur un terrain connexe, Bernard. Il y a les profs dans les écoles qui peuvent avoir des points de vue rétrogrades, religieux, etc. Il y a aussi toute la question des parents qui veulent avoir un impact dans l'école. Est-ce que tu as des échos à l'effet qu'il y a des parents qui vont dans les comités de parents, les comités parents-profs, là, pour essayer d'avoir une influence religieuse, culturelle dans certaines écoles? La réponse est oui. La réponse est oui. Et si tu lis le rapport, à un moment donné, en lien notamment avec l'éducation sexuelle, tu sais, à un moment donné, dans le rapport, ils disent que des enseignants ont dénigré, pas des enseignants, je ne sais pas s'ils utilisent le mot parents ou des membres de la communauté sont allés sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'éducation donnée à Bedford. Ça, je vais préciser, c'est les gens du centre communautaire d'Arlington qui a l'air d'être à très forte teneur islamique, et qui ont fait des commentaires dénigrants envers l'école. Et ce que j'ai décodé, moi, c'est que c'était en particulier en lien avec les contenus enseignés. Et on sait aussi qu'il y a sur les conseils d'établissement des personnes qui ne sont pas là pour l'intérêt des enfants comme le prévoit la loi. Et d'ailleurs, c'est la principale raison, je te dirais, Patrick, pour laquelle, dans les 4 mesures que j'ai annoncées, là, accompagnateur, comité d'enquête, vérificateur dans 3 autres écoles, mais le 4e point, je demandais formellement au Centre de services de Montréal de prendre tous les moyens, y compris les moyens juridiques, pour s'assurer, grosso modo, s'assurer que les conseils d'établissement font leur travail. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette demande-là, c'est que j'ai des informations à l'effet que les conseils d'établissement sont, dans certains cas en tout cas, animés par un esprit qui n'est pas, mettons, l'esprit de quelqu'un qui veut le bien de l'élève. Animé par un esprit religieux.
C'est ma compréhension. OK. Dans le mandat que tu as donné, dans le mandat d'enquête là, qui concerne 4 écoles, là, il y a aussi l'école Lavoie là, dans le même quartier, est-ce que les enquêteurs peuvent justement se pencher sur le fonctionnement, l'influence des comités d'établissement ou siège des parents? Est-ce que les vérificateurs peuvent se pencher là-dessus? La réponse est oui. La réponse est oui. Mais je te dirais, Patrick, le centre de service scolaire a également ces moyens-là. Là. Et moi, j'ai demandé formellement au centre de service scolaire de se pencher là-dessus. La loi sur l'instruction publique, Patrick, permet à un centre de service scolaire de suspendre un conseil d'établissement s'il ne, là je résume grossièrement là, ou schématiquement, s'il ne travaille pas dans l'intérêt de l'élève. Parce que le conseil d'établissement, comme le reste du système scolaire, est supposé travailler d'abord et avant tout pour l'intérêt de l'élève. Si le centre de service scolaire se rend compte que ce n'est pas le cas dans le cas d'un conseil d'établissement, il peut suspendre les activités. Il peut, d'une certaine manière, remplacer le conseil d'établissement ou le désactiver, le rendre inopérant pour jouer le rôle du conseil d'établissement, prendre sa place d'une certaine manière. Mais ça prend du courage. Oui, mais là, Patrick, là, du courage. J'écoute, j'ai un peu de scepticisme face au courage du Centre de service scolaire de Montréal. Oui, bien, je t'entends. Mais à mon avis, là, ça c'est mon opinion, peut-être que ça peut se discuter, mais si tu t'aperçois que le conseil d'établissement ne fait pas son travail, puis que les parents qui sont là sont pas là pour le bien des enfants, mais sont là pour pousser leur agenda, qu'ils soient religieux ou autres, je trouve pas que ça prend tant de courage que ça pour suspendre un tel conseil d'établissement. Mais c'est le même monde qui n'a pas agi à Bedford pendant 7 ans. Oui, bien, le même monde. Mettons que ça. Oublions la présidente. Oui, mais il y a eu. Pour moi, là, il y a eu 9 directions d'école en 7 années. Il y a eu beaucoup de portes tournantes dans le cas de Bedford. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui étaient peut-être au courant de certaines choses et qui auraient dû agir, qui auraient dû notamment porter plainte, je le répète, porter plainte au ministère de l'Éducation et qui ne l'ont pas fait. Et j'ose croire, Patrick, puis ça, je ne l'ai pas assez dit peut-être, mais j'ose croire que le débat qu'on a présentement sur Bedford, puis le rapport d'enquête que j'ai commandé, puis tout ce qui en découle, j'espère que ça va nous amener collectivement, et en particulier dans le milieu scolaire, à se dire, c'est inacceptable. Il faut dénoncer. Puis il faut dénoncer, puis il faut agir. J'espère que ça va avoir un effet dissuasif. J'espère que ça va activer notre courage collectif dans le milieu scolaire, qu'on soit équipe école, qu'on soit direction d'école, qu'on soit administrateur de centre de services scolaires, qu'on soit membre du syndicat, tous ensemble, là, on a une responsabilité de s'occuper d'abord et avant tout des enfants. Pas de notre intérêt, pas de notre petit pouvoir, pas de se protéger les fesses, mais de travailler pour les enfants. Et j'ose croire que le débat qu'on a là va faire en sorte, nonobstant les 4 écoles, là, que dans d'autres écoles où il pourrait y avoir des phénomènes un peu semblables, j'espère que les gens vont se lever debout et vont dire « ça n'arrivera pas dans mon école, dans notre école ». Bernard, merci. Je te souhaite une bonne journée. Merci, Patrick. À la prochaine. Salut. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Les blocs opératoires des hôpitaux du Québec ne fonctionnent toujours pas à plein régime, malgré le plan de relance là, qui avait été adopté par le gouvernement du Québec, c'était l'année passée. Et on constate que les salles chirurgicales sont même moins utilisées qu'avant la pandémie. Le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Serge Legault, est avec nous. Dr Legault, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, on lit dans la presse ce matin là, que les salles d'opération sont moins utilisées qu'avant la pandémie. Comment ça se peut? Il y a eu un plan de rattrapage. Qu'est-ce qui se passe? Bien, la constatation, c'est la statistique pure et dure, là, à peu près 80% d'activité pré-pandémique. Là. Si on compare les salles ouvertes 24-25 aux données pré-pandémiques, c'est-à-dire l'année 19, on peut élaborer très longtemps sur les raisons, là, manque de personnel, manque d'inhalothérapeutes, etc. Mais la constatation, elle est réelle, elle est dure. Donc, lorsqu'on parle de rattraper,
le retard, ben, tu sais, si on n'est pas à 100% de l'activité initiale, c'est pas mal difficile. Mais, écoutez, vous posez une question bien niaiseuse, Dr Legault, là, mais vous connaissez ça mieux que moi. Comment ça fait qu'on n'est pas à 100% de l'activité? Ben, parce qu'un bloc opératoire, là, M. Lagacé, puis vous le savez, là, on en a souvent parlé ensemble, un bloc opératoire, c'est un ensemble de corps de métier qui travaillent ensemble. C'est une équipe, là. On parle des anesthésistes, on parle des chirurgiens, mais il y a aussi les infirmières, les inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires. La pénurie de personnel, là, c'est national là, dans presque tous les métiers. Bien, ça épargne pas les blocs opératoires puis les hôpitaux. Si vous vous promenez dans les hôpitaux, un peu n'importe où, dans n'importe quel département, vous allez voir que les gens sont à bout de souffle parce que ils sont étirés, il y a moins de personnel, les gens sont partis ailleurs, les gens ont refait leur carrière pendant la pandémie, etc., etc., etc. Dans l'éventualité où la FIC vient de signer sa convention collective, son contrat de travail, et que le ministère se prétend être un employeur de choix, ben on va espérer là, que certaines de ces ressources-là vont revenir au bercail du réseau public. En tout cas, on espère beaucoup parce que ça va probablement aider, là. Y a-tu quelque chose dans l'équation qui vous donne de l'espoir pour que ça se rattrape, d'une part, les chirurgies, et aussi qu'on passe à un régime où 100% des salles sont utilisées à leur capacité? Ben, de l'espoir, faut naître avec l'espoir, là, tu sais. Si je regarde, là, M. Lagacé, là, la fameuse cible des patients qui attendent plus d'1 an, OK? La dernière statistique là, parle d'environ 10 000 patients, alors qu'au pire de la statistique, il y a 1 an et demi, c'était 25 000 à peu près, 23 000, quelque chose comme ça. Dans l'optique où on a baissé cette cible-là, on a baissé ce nombre-là de plus de 50 %, on l'a baissé dans des conditions où on n'était pas à 100 % de l'activité. Ça veut dire que les équipes veulent travailler malgré le fait que les salles sont moins disponibles. Ça donne de l'espoir. Ça dit les soignants sont au rendez-vous. C'est ça que ça dit. Fait que, tu sais, si on rehausse le nombre de salles qui sont déjà là, physiquement, ces salles-là existent là, partout au Québec, là. Si on est capable de les staffer, bien là, oui, on va faire un pas dans la bonne direction. Mais tu sais, la cible ministérielle de 2500 au mois de décembre, là, pour les plus d'1 an, on oublie ça, là. On est au mois d'octobre. Le mois de décembre, c'est demain matin, là, puis ça serait complètement irréaliste de penser qu'on va pouvoir y parvenir. Merci, Dr Legault. Bonne journée malgré tout. Allez, bon courage. Salut. Ouais. C'était le chirurgien Dr Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Et il y a un texte dans la presse là-dessus où on parle d'un homme... Tu sais, on parle de cible, on parle de chiffres. Et évidemment, si votre vie est en danger, généralement, on va vous opérer. Dans le cas de certains cancers aussi, là, on l'a vu cette semaine, là, ça peut prendre du temps puis ça peut se dégrader. Mais la vie n'est pas en danger, mais la vie est saccagée. Le cas de Yves Filion, 66 ans. Lui, il attend une opération à la hanche depuis 2 ans. Mais il ne peut plus marcher, il ne peut plus aller faire des promenades. Il monte et descend les escaliers, il faut qu'il se tienne, il y a de la misère. La douleur le réveille la nuit. Et comme il dit, j'ai 66 ans, je suis à la retraite, il ne m'en reste pas tant que ça. Fait que derrière les statistiques, derrière les cibles, derrière les explications, il y a des drames humains comme ça. Et il pose une question intéressante, un commentaire intéressant. M. Filion, il a dit à la journaliste Marie-Ève Cousineau, c'est décourageant, fâchant. Le système de santé, c'est quand même quelque chose qu'on paye des millions, qu'on a toujours payé. Quand on a besoin, c'est on s'excuse, mais non, on n'en a pas. Moi, j'ai souvent dit, il y a un pacte social au Québec, au Canada. On paye plus d'impôts parce qu'on a plus de services. Puis c'est une bonne chose. Mais le pacte social est en train de se dégrader. On paye des impôts, on en paye plus qu'ailleurs. Cependant, les services commencent à foutre le camp. Deuxième sujet d'entrevue ce matin, on va parler d'Olivier. C'est un jeune homme de l'Outaouais âgé de 20 ans. Il souffre d'une maladie, d'un malaise gastro, de nature gastrique. Il souffre énormément. C'est une maladie rare, semble-t-il, là, qui cause une compression de son intestin. C'était un athlète de haut niveau. Maintenant, il est invalide, en souffrance quotidienne, a de la misère à se nourrir, à s'hydrater. Sa famille peine à trouver une solution, à trouver des médecins qui vont
pouvoir l'aider. Caroline Pilon a raconté son histoire à quelques reprises à nos collègues du 104.7 en Outaouais et le cas d'Olivier est repris par mon camarade Paul Arcand dans sa revue de presse ce matin sur les plateformes numériques de la presse et de Cogeco. Caroline Pilon est au bout du fil. Elle est la mère d'Olivier. Caroline, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce dont souffre Olivier, votre fils de 20 ans d'abord. Oui, en fait, il y a plusieurs problèmes de santé, mais celui qui cause principalement des problèmes actuellement, c'est une pince mésentérique. En fait, c'est son aorte et une autre artère là, dans l'abdomen, l'artère mésentérique, qui entoure l'intestin, sont actuellement en train d'écraser son intestin. Donc, c'est comme si ça fait une pince, puis son intestin se ramasse comme un sablier, là, en fait, avec une compression. Il reste seulement une petite ouverture là, par laquelle les aliments peuvent passer. OK. Comment est-ce que votre fils est pris en charge par le système de santé en Outaouais? En fait, il n'est pas pris en charge. On doit se présenter fréquemment à l'urgence pour différents problèmes, différentes complications. Souvent, on se fait dire c'est un cas chronique, c'est pas vraiment sa place dans les hôpitaux, en urgence, en fait. Donc, retourner voir les médecins en externe. Les médecins en externe, quand on essaye d'appeler, soit qu'ils sont pas disponibles ou soit que c'est trop urgent pour eux, qu'ils nous réfèrent justement à l'urgence. On a aussi une nutritionniste dans le dossier là, qui est une perle là, qui nous aide énormément. Il essaye aussi de nous aider à trouver des ressources et nous envoyer au GAP parce qu'évidemment, on n'a pas de médecin de famille. Au GAP, les médecins nous regardent et font comme « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est quoi vos attentes? Parce que je peux rien faire, moi, ici, de mon petit bureau. » Il est trop malade pour les cliniques externes, mais pas assez malade pour l'urgence parce qu'il est en train de mourir dans l'immédiat. Là. Est-ce qu'il a une gastro-entérologue attitrée? Oui, il a un gastro-entérologue attitré. C'est pas facile de les voir en clinique externe là, en urgence. Là. On parle quand même de délais de plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Ce gastro-entérologue-là réfère à d'autres spécialistes, mais ça lui revient. C'est comme si personne ne sait vraiment quoi faire ou personne ne veut s'impliquer. Ou là, on est en attente d'une autre consultation. Le gastro a fait une demande urgente. Là. Il a appelé devant nous là, au téléphone en disant ça presse, il faut vraiment prioriser ce patient-là. Un chirurgien dit oui, je le vois d'ici 2 semaines, mais là, il s'est passé plus qu'un mois, on n'a toujours pas de nouvelles. C'est toujours d'un médecin à l'autre. Là. Je comprends. Ça passe la balle. OK. Écoutez, j'ai écouté votre entrevue avec Michel Langevin, l'animateur du matin au 104.7 à Gatineau. Je vous le dis, j'ai été ébranlé. Là. J'avais mal pour votre fils. Là. Puis là, j'ai fait quelques appels. Et moi, ce que je me fais dire, c'est d'abord ce diagnostic-là, la pince mésentérique. Là, d'abord, il y a beaucoup de faux diagnostics. Et ensuite, je sais que vous militez pour qu'on fasse venir un médecin des États-Unis pour que ça opéré, votre fils Olivier. Ce qu'on me dit, c'est que ces opérations-là, quand c'est bien diagnostiqué, là, puis je le répète, là, des fois c'est mal diagnostiqué, ça se fait à Montréal, au CHUM et au CUSUM. OK. Bien, c'est intéressant de le savoir parce que... Ça, on vous a pas dit ça. Cherche, on trouve pas. Non. En fait, je cogne à plusieurs portes. En fait, le regroupement québécois des maladies orphelines, parce que c'est une maladie rare quand même, travaille aussi avec nous depuis un bon moment. Eux, ils ont appelé tous les départements, tous les chefs de département des grands hôpitaux de Montréal pour se faire refermer la porte aussi. Mais ça se peut-tu que c'est parce que ce diagnostic-là, là, le syndrome de la pince mésentérique, des fois, il est mal diagnostiqué puis il y a des gens qui pensent que c'est pas ça? Oui, c'est effectivement, il y en a qui croient pas que c'est ça, mais mal diagnostiqué, je veux dire, c'est pas comme si c'est pas une impression, ce diagnostic-là. Il y a des critères diagnostiques clairs en imagerie. Donc, on prend un CT angiogramme, puis il y a des critères. Il faut qu'il y ait un angle précis faut qu'il y ait une distance précise en millimètres. Olivier est largement dans les critères diagnostiques, là. Il n'est même pas dans les zones grises pour savoir si oui ou non il y aurait cette condition-là. Là. OK. Hier, j'ai entendu cette entrevue, puis je vous l'ai dit, là, j'ai trouvé ça crève-cœur. Un jeune homme de 20 ans là, qui est maintenant invalide parce qu'il souffre. Votre appel aujourd'hui, c'est quoi?
En fait, on cherche un médecin au Québec qui connaît cette condition-là puis qui est prêt à s'impliquer, à finalement prendre en charge Olivier, parce que à ce point-ci, il n'arrive plus à s'alimenter. Ça fait 2 ans que ça dure. On a tout fait, ce qui est indiqué, là, réessayer de manger. Je veux dire, la nutritionniste est de notre côté, elle dit on peut plus rien faire au niveau de l'alimentation orale. Il faut qu'il se passe quelque chose de médical, mais c'est la partie médicale qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc, s'il y a quelqu'un au Québec qui connaît cette condition-là et qui veut s'impliquer, c'est ça qu'on cherche, là. Bien, l'appel est lancé, Mme Pilon. Merci beaucoup. Puis transmettez nos bonnes pensées à votre fils. On espère qu'il va cesser de souffrir et se remettre sur pied très rapidement. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. C'était Caroline Pilon, mère d'Olivier, qui a 20 ans. Et je l'ai souligné, là, c'est nos collègues du 104.7 à Gatineau qui ont souvent parlé du cas d'Olivier, qui ont parlé avec Caroline. Ça débloque pas. Donc, c'est un cas de souffrance, peut-être de l'errance médicale, comme on le dit, là, quand on trouve pas quelle est la condition de quelqu'un. Mais toujours est-il, il y a ce jeune homme qui souffre. Donc, je voulais lui offrir à Mme Pilon, là, dans un auditoire un peu plus large, peut-être que quelqu'un a une solution. Voici Patrick Lagacé. Parlant de services qui foutent le camp, il y a la francisation. Disons, c'est pas très rayonnant dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de mises à pied de profs, il y a beaucoup de classes qui sont fermées, des immigrants qui veulent apprendre le français et on leur ferme la porte au nez. Et les cas sont nombreux, sont rapportés dans plusieurs journaux, dans plusieurs médias, dans Le Devoir ce matin. Vincent Vachon est enseignant en francisation depuis 10 ans au Centre Saint-Michel à Sherbrooke. Monsieur Vachon, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Qu'est-ce que vous avez appris récemment? Ben, j'ai appris, en fait, que toute ma classe, mes 20 élèves allaient être renvoyés à la maison faute de financement là, pour la francisation au Québec. Ils étaient inscrits? Ils étaient déjà inscrits en plein processus d'apprentissage. Donc, nous, à Saint-Michel, au Centre Saint-Michel à Sherbrooke, qui fait partie du Centre de service scolaire, on avait, on a actuellement 471 élèves inscrits à l'école et à partir du mois de novembre, seulement 85 vont pouvoir continuer leur francisation. Donc, certains étaient déjà dans le processus français de se familiariser à notre culture depuis 1 an, voire plus. Il y en a qui vont travailler, qui reviennent à l'école. Ils étaient en plein processus d'apprentissage et d'intégration. Mais qu'est-ce qu'on leur dit en ce moment, c'est retournez chez vous et attendez. Bien, c'est ça qui est surprenant. C'est pas qu'on dit, écoutez, on n'a pas de place pour vous, réinscrivez-vous à la prochaine session. C'est des gens qui sont inscrits et le cas que vous décrivez, là, c'est assez universel. Ils se sont inscrits, ils pensaient avoir des cours de francisation et on leur dit à la dernière seconde ou presque, il n'y en aura pas. Comment ils réagissent? Ben oui, c'est ça. C'est vraiment une bombe, là, nous, dans nos milieux. Oui, OK, il y a beaucoup d'enseignants qui perdent leur travail. On est des centaines au Québec. Les centres de services scolaires sont tous victimes en ce moment de la même situation. Mais moi, je pense avant tout aux élèves ou à ces gens-là qui ont quitté leur pays, des réfugiés, mais également des travailleurs qualifiés qu'on est allé recruter à l'étranger pour venir travailler ici. Parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre-là pour faire fonctionner le Québec actuellement. Notre taux de natalité ne le permet pas. Et on a besoin de ces gens-là pour faire rouler l'économie. Et là, ce qu'on leur dit, venez ici, commencez à apprendre le français, intégrez-vous, mais là, on n'a pas le financement. On vous renvoie chez vous. Vous êtes transféré automatiquement au MIFI, qui est Francisation Québec. Et on le sait depuis la centralisation de francisation Québec en 2023, les listes n'ont fait qu'exploser et on ne voit que des bavures de ce nouveau fonctionnement là, dans la francisation du Québec. Là. Ça fait 10 ans que vous enseignez, si je ne me trompe pas, M. Vachon, hein, en francisation? Exactement. Puis avec tout mon cœur, c'était pas seulement un travail. Nous, ici à Saint-Michel, c'est un milieu d'apprentissage. On a développé une expertise incroyable. On a des gens formés, la majorité qui ont des brevets d'enseignement et qui enseignent avec tout leur cœur, avec passion, pas seulement le français, mais aussi de transmettre l'amour de la culture, de la langue française à ces gens-là. Et ces gens-là sont au rendez-vous. C'est des battants. Il y en a qui ont des parcours incroyablement difficiles. On a des témoignages qui sont incroyables. Et de voir ces gens-là dans nos classes le matin, il y en a qui ont travaillé la nuit, qui viennent directement après leur chiffre de travail. Par exemple, je pense à un de mes élèves dans ma classe qui est soudeur, qui arrive avec ses lunettes de protection dans ma classe. Je me dis, waouh, comment on peut leur faire ça? Comment, humainement parlant, on peut leur dire, venez ici, venez travailler, contribuer à notre société, mais
on va pas vous aider. Pour apprendre le français, attendez. Donc, en ce moment, nous, ce qu'on déplore beaucoup, c'est le flou du MIFI de francisation Québec. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? On le sait pas, parce qu'on le sait qu'en ce moment, les listes explosent. Et nous, à Sherbrooke, par exemple, on le sait que le MIFI n'est pas capable de répondre à cette demande-là. Parce que il y a des années de cela, le MIFI a demandé au centre de services scolaires de prendre... de prendre le relais, pas de prendre le relais, de contribuer à la francisation, parce qu'on n'est pas capable au MIFI. C'est pas une école, le MIFI. Il y a des cours de francisation, mais nous, on est des spécialistes en francisation. Et on offre des cours, c'est ça, depuis des années comme ça. Et on le sait que si le MIFI centralise l'offre de francisation, des cours de francisation, comme il semble vouloir le faire, mais il ne le dit pas, on voit vraiment là, qu'on a un problème. Et c'est ces gens-là qui retournent à la maison qui sont les victimes de ce système-là. C'est un plaidoyer très senti que vous faites pour les classes de francisation. Merci d'avoir été avec nous, M. Vachon. Bonne chance avec la suite. Merci à vous beaucoup. Merci beaucoup. C'était Vincent Vachon, enseignant en francisation depuis 10 ans au Centre Saint-Michel. C'est à Sherbrooke. Vous pouvez lire, là, il y a un dossier complet dans le Devoir, mais il y a 159 enseignants qui sont touchés, semble-t-il, à la grandeur du Québec. Beaucoup de gens qui pensaient pouvoir poursuivre ou commencer des cours de francisation et qui doivent maintenant se revirer sur un dissous. Souvent sont laissés comme ça, se butent à une porte fermée. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je reçois ma prochaine invitée. Je suis rarement intimidé, je suis rarement impressionné par des invités. Je le suis présentement. Jeannette Bertrand est là. Bonjour, Mme Bertrand. Moi, je suis impressionnée. Arrêtez. Hey, écoute, dans le beau studio nouveau. Je vous connais depuis toujours. Oui. Ben, j'étais enfant, j'étais ado, vous étiez là, dominante dans la vie sociale au Québec. Okay. Vous arrivez avec un livre. Je suis vraiment impressionné. Oui. Donc, je dois vous le dire. C'est mon 13e, hein? C'est votre 13e? Livre. C'était surtout des romans, quelques essais. Là, c'est vraiment... C'est peut-être le dernier, peut-être pas. J'ai l'impression que ce ne sera pas le dernier. Vous le dites, vous prévenez vos lectrices, vous les appelez d'abord vos lectrices, là. Oui. Peut-être que c'est mon dernier, mais écoutez, vous êtes vraiment extrêmement résiliente. J'espère que ce ne sera pas votre dernier. Donc, 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse. Oui. D'abord, là, vous utilisez un mot qui est controversé dès le début. Okay? Vous dites que vous vous adressez aux vieux. Oui. Quand j'écris le mot vieux, quand je dis le mot vieux, Mme Bertrand, là, je me fais taper sur les doigts par les gens qui me lisent puis qui m'écoutent. Bien, pas moi. Pas moi. On doit pas avoir le même public. Là, c'est-à-dire que moi, je suis tannée des euphémismes. Tu sais, de dire dans des... tu sais, un aveugle, c'est un aveugle. Oui. Bon, un vieux, c'est un vieux. Un jeune, on ne dit pas d'autres mots pour les jeunes. On dit c'est un jeune. C'est un jeune, il y a des jeunes, puis il y a des vieux. Alors, moi, j'ai décidé de dire les vraies choses. J'ai décidé ça, j'avais 20 ans, de dire les vrais mots. Pas employer des faux mots pour se faire croire qu'on est jeune. Moi, quand une vieille me dit « je suis jeune », je me dis dans moi-même « assez pas vu, là, tu sais. » Assez pas vu. On n'est pas jeune, on est vieux. On a fait ce transfert-là dans notre vie, dans nos passages de la vie. On est rendu là. Je pense qu'on n'est pas vieux à 60, on n'est pas vieux à 70, mais on est vieux à partir de 80. Moi, je suis une vieille. Pour vous, 80, ah oui, 80. C'est la frontière. Oui, c'est la frontière. C'était bien avant ça. Tu sais, quand mon père a fêté ses 25e anniversaire de mariage, il y en avait très peu qui fêtaient ça avant. Parce que les hommes mouraient très jeunes. Mais maintenant qu'on vit vieux, on vit vieux maintenant. Je suis pas toute seule là, qui est centenaire. J'ai eu l'impression, en lisant 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse, que vous, somme toute, même si vous décrivez les bobos, là, puis ça a l'air plate, mais on va revenir aux bobos, vous êtes contente d'être vieille. Ah ben oui, sinon je serais morte. Quand t'es pas vieux, c'est que t'es déjà mort. Les gens comprennent pas ça. Que tu peux pas passer par-dessus cette période-là. T'es rendu là, tu vieillis, puis si tu peux pas vieillir, c'est parce que t'es déjà mort. Mettez-vous ça dans la tête, là. Puis être mort, c'est pas le fun. Vous dites, à un moment donné, puis c'est très intéressant, les vieux, là, en général, le vieux n'est pas perçu au Québec comme une source de savoir où il fait bon s'abreuver. Non. D'abord, parlez-moi de ça, puis après ça, j'ai une question. Oui. Les gens ne nous demandent plus conseil aux vieux. Tu vois pas, là,
Hier, il y avait... au lancement, il y avait un vieux monsieur, un modèle. Là. Et puis... Mais écoute, ma fille me dit, écoute, j'ai passé un grand bout de temps, ma fille Dominique, j'ai passé un grand bout de temps avec lui. Il était tellement intéressant. Mais c'est rare. C'est rare. Les gens vont pas leur parler. On les trouve plates. Ils sont pleins de savoir autre. C'est sûr que leur première discussion, ce sera pas l'informatique. Mais ça va être ce qu'ils ont vécu d'intéressant puis ce qu'ils veulent partager. Comment on pourrait mettre un robinet sur le savoir des vieux pour s'en abreuver? Il faut changer la mentalité qu'un vieux, ça vaut rien, que c'est un serre-plus à rien, qu'on va jeter au vidange. Écoute, pendant la pandémie, tu étais là. Pendant la pandémie, les vieux ne servaient à rien On les a oubliés. qu'à embarrasser les urgences. Écoute, c'est pas des farces, là. Moi, je me sentais tellement mal que j'ai dit à mon chum, si je suis malade pendant la pandémie, viens, amène-moi pas à l'urgence. On va laisser la place aux jeunes. On m'avait transformé l'idée que je ne valais rien et qu'il fallait laisser la place aux jeunes. D'ailleurs, les jeunes ont toute la place. Tu rentres dans une librairie, des rangées et des rangées de livres jeunesse. Demande un livre sur la vieillesse. Il n'y en a pas. Il y en a très peu. Il y en a très, très peu. C'est pas intéressant, la vieillesse. C'est une place pour mourir. C'est l'avant-meurt. La vieillesse, c'est avant que tu meurs. Non, la vieillesse, c'est du temps de vie. Puis si on n'en profite pas, on perd sa vie. À quel moment vous avez décidé, moi, je suis vieille, mais je vais mettre de la vie dans ma vieillesse? Ça m'a pris assez tôt parce que moi, j'ai eu l'exemple de mon père. Mon père était un homme enthousiaste, un homme je tiens beaucoup, beaucoup de lui, qui... tout le monde est beau, tout le monde... moi, quand je vois un être humain, je pense toujours à ses qualités. Je pense jamais à ses mauvais côtés en premier. Les gens et les choses. Faites de même, c'est mon père qui m'a donné ça. Je raconte qu'il y avait un monsieur qui l'avait volé. Mon père avait un petit magasin dans le Faubourg Amelas. Et puis, il y avait un commis qui l'avait beaucoup volé. Un jour, il est en train de mourir et il demande à mon père pardon. Mon père est revenu en disant « C'est un bien bon yard. C'est sûr qu'il m'a un peu volé, mais tu sais, c'est un bon yard dans le fond. » Mon père, c'était toujours du bon monde. Vous parlez de votre père, Mme Bertrand. Et dans le livre, vous parlez de l'importance de faire des compliments et vous le dites, moi, là, je rencontre des gens, je leur fais des compliments. Ah oui, moi, je le trouve... parce que j'en ai manqué. Mais je veux qu'on parle de ça. Oui. L'importance des compliments, parce que vous le dites, votre père vous en a pas donné. Non. Votre mère non plus. Non. Vos frères, leur façon de vous dire je t'aime, c'était de se moquer de vous. C'est se moquer de moi. Oui. Pourquoi c'est important, les compliments? Parce que ça valorise. Parce que quand on est un tant soit peu lucide, on se trouve pas très bon. Moi, je suis pas sûre que c'est bon, mon livre. Je suis pas sûre que ce que je dis, c'est intéressant. Je doute tout le temps. Mais si quelqu'un me dit « t'es bonne », OK, ça me rassure. C'est rassurant. Il n'y a personne à date. Moi, je suis une complimenteuse parce que j'ai beurré mes enfants de compliments. T'es beau. Oh, t'as du talent. Puis s'il arrivait à 15e, je disais, c'est bon, la semaine prochaine. Moi, j'ai jamais été première de classe. Jamais, jamais, jamais. Je suis étonné. Jamais. Jamais. Parce que je suis dyslexique. Et que dans mon temps, la dyslexie, c'était être pas d'allure. On connaissait pas ça. On riait de vous. Alors, et moi, je suis une grande dyslexique. Est-ce qu'on peut trop complimenter? Oui, on peut trop complimenter. Oui, c'est un danger. C'est un danger. C'est sûr que c'est un danger. Il y a des parents, par exemple, qui adulent leurs enfants, qui sont les esclaves de leurs enfants. Il faut pas ça. Mais il faut, quand tu as un compliment à faire, que tu le fasses, que tu ne le retiennes pas. C'est une différence. Dans votre livre, Mme Bertrand, je rappelle, 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse, vous cachez pas grand-chose. Non! Vous parlez d'incontinence. Oui. Puis là, je vais vous lancer... Grand tabou. Je vais vous lancer sur une question, puis vous pourrez aborder l'anecdote de l'hôpital. Est-ce que vous avez plus peur de la mort ou de l'incontinence? Si tu étais incontinente, toutes les personnes qui sont incontinentes savent à quel point c'est humiliant que tu reviens à l'époque où tu faisais pipi au lit et tu étais considéré par tes parents comme faisant exprès, tu sais.
faisant exprès de mouiller pour faire laver les draps à la pauvre mère. Mais l'incontinence, c'est la preuve que tu es vieux. C'est la preuve que, pas que tu reviens en enfance, mais c'est humiliant. Moi, je raconte là, que mon chum, il se promenait avec la mop derrière moi parce que je faisais pipi à terre. T'sais, et là, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus humiliant au monde que pas être capable de retenir tes urines. Or, 90% des vieux, quand je parle 80 à 100 ans, 90% sont incontinents, hommes et femmes. On n'en parle jamais, jamais, jamais. Pourquoi vous en parlez, justement? Parce que je vous le dis, là, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça courageux, mais je me suis dit, est-ce que je vais lui parler de ça à la radio? Mais parce que c'est un tabou, on n'est pas supposé faire pipi dans nos culottes. Et écoute, moi, j'ai un ami qui me dit, de mon âge, qui me dit, moi, jamais je permettrai que ma femme me change de couche. Mais c'est pas ça, là. C'est une culotte. C'est une culotte qui est en papier. Mais c'est très confortable. Veux-tu que je te la montre? Je vous demanderai pas ça. Mais c'est courageux d'en parler. J'ai commencé à en porter parce que j'ai une amie on travaillait ensemble de mon âge, un peu plus jeune que moi, et qui me disait « Mon Dieu, excuse, il faut que j'aille faire pipi. Excuse, il faut que j'aille faire pipi. » Elle me dit « Pourquoi tu portes pas une culotte? » Je dis « Oh non, 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 parce que moi aussi, culotte égalait couche. Oui. » Non, je suis pas rendue là. Elle baisse son pantalon, puis elle me dit « Regarde, c'est beau. » J'en revenais pas. C'est ça. On veut pas porter de culotte, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant, avec raison, mais on veut même pas essayer, tellement c'est humiliant. Mais quand tu portes ça, puis t'as plus peur de rien, t'as plus peur. Ça a changé votre vie? Ça a changé ma vie. Et j'ai invité les camarades à se joindre à nous. Ils sont tous là et je dois dire, ils ont tous un regard plein de respect, d'affection pour vous, Mme Bertrand. D'abord, je veux qu'on parle d'amour. Parce que, parlez-moi de Donald. Vous en parlez, c'est votre chum depuis près de 40 ans. Je vais lire un bout. Ça fait 41 ans qu'on est ensemble. Mon cœur bat encore un peu plus vite quand il me revient après 10 jours à courir les bois. Pas un soir en 40 ans de vie commune, pas un soir sans s'embrasser avant de s'endormir. Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir comment on réussit ça. Comment on réussit ça? C'est qu'il faut que les hommes comprennent que quand ils font l'amour, qu'ils sont jeunes, puis bon, ça, c'est leur tendresse à eux autres. Tout passe par la pénétration. Bon, mais quand ça, le désir physique, c'est un appétit. Et en vieillissant, il y en a qui gardent leur appétit. C'est comme l'appétit pour manger. Il y en a qui n'ont pas d'appétit. Il y en a qui ont peu d'appétit. Il y en a qui sont difficiles à être satisfaits. D'autres qui c'est compliqué. Alors, la sexualité, c'est pas coupé carré. On le sait. Hein? Bon, on le sait que c'est pas coupé carré. Alors, quand les hommes qui comprennent qu'il ne faut pas arrêter parce que tu bandes plus, que tu iras plus toucher à ta femme, et la majorité des hommes font ça, comme ils bandent plus, comme ils peuvent pas finir ce qu'ils ont commencé, et ils touchent plus à leur femme. Du tout. Et ça, c'est un gros problème dans les couples. Et les femmes se plaignent. Comment ça se fait? Il me fait plus de caresses, il me touche plus. Ce qui marche entre Donald et moi, c'est fais-moi la tendresse. Fais-moi la tendresse. Moi, j'ai perdu l'appétit. À 99 ans, t'as plus beaucoup d'appétit. Ben, vous avez le droit aussi, là. Hein? Vous avez le droit, là, quand même, à 99 ans. Là. Oui. Ben, c'est pas un droit, ça arrive. Ben oui. C'est comme ça. Ça arrive. Ce qui est intéressant, c'est que la sexualité peut devenir autre chose. La sexualité devient la sensualité. Nous autres, on se touche tout le temps. Moi, je suis pas capable. On fait un voyage tous les deux en auto. Il va mettre sa main sur ma cuisse tout le long. Puis moi, j'y tiens la cuisse aussi. Si on arrête ça, on n'a plus de contact avec l'être aimé. Et là, ça se désagrège. Alors, ça, je l'ai peut-être pas écrit assez fort. Je suis contente que tu m'en fasses parler parce que je l'ai peut-être pas écrit assez fort que les hommes, habituellement... Bien, je fais un petit sketch, j'ai écrit un petit sketch. Hein.
sur ça. Sur un homme, mais en fait, l'homme n'a plus de désir pour sa femme, mais il fait passer ça sur son dos. C'est exactement. Mais c'est ça que... mais je m'excuse. Mais c'est ça. Je m'excuse. Hein. Madame Bertrand, vous avez exploré la nature humaine, les relations qu'on a entre nous, avec l'amour avec un grand A et plein d'autres façons. Qu'est-ce que les hommes comprennent pas sexuellement à propos des femmes? Mais je parle pas juste dans la vieillesse. Ben, les hommes, en général, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils vont pas acheter un livre sur la sexualité parce que les autres sont censés tout connaître. Tu sais, si tu achètes... Ben, je me souviens d'un de mes petits-fils, là, j'ai un petit-fils de ton âge, qui me dit, je peux pas prendre ton livre sur la sexualité dans le métro. Tout le monde va voir que j'ai des problèmes. Non. La sexualité pour les hommes, là, c'est quelque chose qui mettent en avant, il faut le dire, mais c'est tellement important que quand ça arrête ou quand il y a des pannes, ils capotent complètement. Puis plutôt de se réessayer puis de dire c'est bon, c'est juste une fois que ça arrive, puis je devais être fatigué, tout ça. Si ça arrive 2 fois, ils ne s'essayent plus. De peur d'avoir l'air bête. De peur d'avoir l'air fou. C'est vrai, ça, les hommes, là? Il y a une certaine pression, c'est sûr. Puis il y a une pression. Une pression de performance, puis c'est dans bien des sphères de la société, mais c'en est une, c'est clair. C'en est une, de performance. Si tu ne performes plus, pour les femmes, ça n'a pas d'importance, ça. Pour les femmes, tu sais, le grand problème entre les hommes et les femmes, c'est que leur vision de la sexualité n'est pas la même du tout. Parce qu'ils n'ont pas les organes génitaux faits comme les nôtres. Puis bon. Alors, eux autres, c'est plus tu le fais, plus c'est le fun. Nous autres, c'est l'atmosphère. C'est le genre de gars. C'est es-tu gentil, es-tu tendre. Tu sais, on n'a pas la même vision. Même les femmes les plus modernes n'ont pas la même. Ils veulent aussi être embrassés puis bécotés, oui. Dans votre livre, Mme Bertrand, vous parlez du consentement, du progrès qu'il y a eu, des discussions sociales, mais vous regrettez aussi que, bon, il y a quand même un plafond, il y a quand même des frontières qui n'ont pas été franchies. Il y a des dérives qui sont arrivées, oui. Et là, il y a un procès en France d'une femme... Que je suis. Mme Pellicot. Elle témoigne aujourd'hui. Oui. Elle a témoigné. Violée par des dizaines d'hommes... Tout ça est arrangé par son mari. Qu'est-ce que... Pensez-vous qu'on a fait tant de progrès? Bon, il ne faut pas nous comparer aux Français. Non? Non. Les Français, ils n'ont pas eu la religion catholique. Les Français ne sont pas religieux comme nous, on l'a été. Alors, nous, et quand on a lâché la religion, on est allé tellement vite que MeToo, on est 7 ans d'avance avec la France. On est 7 ans d'avance avec la France. Les Français sont encore dans la... J'ai rien à perdre, moi, là, de dire ça. Il n'y a pas de Français qui vont me tirer, je pense pas. Mais c'est pas de leur faute, là. Ils sont 7 ans en arrière de nous. Et ils sont encore dans la séduction. Puis tout est beau parce que... bon, ça, c'est pas sûr qu'ils trouvent ça si épouvantable que ça, puisque une femme appartient à son mari, puis il a le droit de tout faire avec elle. C'est ce qu'a pensé, ce gars-là. Il a dit, c'est ma femme. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'affaire Pellicot, c'est typiquement français? C'est typiquement français. Ça pourrait arriver ici aussi. Mais ils sont encore dans la femme, c'est leur possession, et ils ont droit sur elle. Vous avez beaucoup écrit sur l'égalité des femmes. Vous parlez de ça. Qu'est-ce qui vous donne espoir en 2024? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je commence par ma famille. J'ai des petits-fils, des petites-filles qui ont un certain âge et qui sont des pères extraordinaires. Ça, c'est une découverte. Ça, c'est nouveau et ça va aller très loin. Quand un père, comme j'ai un petit-fils là, qui a deux filles, et un autre qui en a deux autres filles, un autre, alors c'est beaucoup de filles, là, mais eux autres, ils changent. Là. C'est nos filles. Alors là, on doit les respecter. Alors que si tu as des gars, ben tu es du côté de tes gars. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Un gars, c'est un gars. Tu sais, quand il va avoir les hormones dans le plancher, je suis plus capable d'entendre ça, les hormones dans le plancher. Parce qu'ils ont aussi une intelligence dans le plancher.
Ça vient avec. Non. Ben, il me semble, on n'est pas Mais votre espoir pour l'égalité homme-femme, c'est quand vous voyez comment vos petits-fils s'occupent de leurs enfants. Et leurs amis, et les jeunes hommes. Ouais. Et je le vois aussi. Parce qu'avant, moi, les hommes d'un certain âge m'haïssaient, mais pas à peu près. Oui, je me souviens de ça. C'était quelque chose. Et ils ne voulaient pas que leur femme... Ils me le disaient. Je veux pas que ma femme vous ressemble. Je veux pas que ma femme soit... Influencée. Influencée par vous. Alors que maintenant... Des jeunes hommes de 45, 50 ans viennent me dire, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoute, c'est nouveau. Les hommes même. Les plus jeunes. Les plus jeunes, pas les vieux. C'est tout le Québec qui vous aime. Vraiment. Merci. Oui. Merci pour ce que vous avez fait. Merci Jeannette, infiniment. vous parliez de compliments, puis je pense que Catherine parle pour tout le monde. Vous êtes magnifique, et je le dis, j'invite les camarades, les gens qui nous écoutent. Votre livre est magnifique. Merci d'être venu nous parler. Oh, merci. Ça me fait tellement plaisir d'abord de te revoir, Patrick. Réciproque. C'est réciproque, on s'est vu quelques fois. Et puis, bon, moi, c'est un livre pour les jeunes. Ça, c'est un livre pour cesser d'avoir peur de vieillir. Parce que vieillir, on est vivant. Profitons-en. Et ça s'intitule 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse. Jeannette Bertrand, merci beaucoup. Merci.